Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, les billets pour l'hommage à Carl Tremblay au Centre Bell s'envolent en un clin d'œil et se revendent aussitôt à des prix de fou. François Legault se dit prêt à bonifier l'offre salariale à la fonction publique, tandis que la grève fait rage à Montréal. La vérificatrice générale du Québec livre un rapport sur l'état désastreux des routes et des employés de OpenAI sont inquiets à la suite du développement fulgurant d'un logiciel. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Évidemment, ce matin à 10h, nombreux étaient les gens qui attendaient en fil virtuel pour avoir des billets à l'hommage à Carl Tremblay qui va se dérouler mardi prochain, le 28 novembre, 19h30 au Centre Bell. Hommage avec des billets gratuits, bien évidemment, mais qui se faisait... Et ça mystifie quelques personnes. D'ailleurs, c'est sur Ticketmaster, mais c'est gratuit. Mais c'est parce que qui d'autre dans la société a ça? Un système de mise, de mise en ligne en des marché, gens, puis une file d'attente virtuelle pour attendre. Il n'y a que ce genre de site de vente de billets qui pouvait gérer l'opération, là. Ouais. Même avec zéro de facture. Là, oui, avec aussi même une limite de 4 billets par transaction, ce qui était fait aussi pour éviter que quelqu'un puisse se prendre puis sans billet distribuer gratuit. tous les bancs, puis pas vendre le même banc deux fois, puis ça, c'est toute une mécanique, là. Oui, qui est déjà très bien implanté pour les gens là, qui travaillent chez Ticketmaster. Le problème, tout d'abord, la bonne nouvelle, en 15 minutes, tout était envolé. Là. On a, en quelques minutes, un claquement de doigts. Les billets étaient partis. Les gens devaient être excessivement nombreux en file d'attente à vouloir avoir des places pour assister à cet hommage qui va se dérouler au Centre Bell. Hommage dans lequel le grand ami et membre des Cowboys fringants, le Jean-François Posé, va s'adresser à la foule. On va interpréter des chansons avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Le film L'Amérique pleure des Cowboys fringants va être diffusé sur grand écran. Le problème, c'est que les billets sont partis vite. Mais se sont retrouvés vite aussi sur des sites de revente sur le web, Mario. Des gens qui se sont mis à profiter là, de ces billets gratuits pour les fans qui ont été déçus de ne pas avoir des billets. Ils les revendaient 200, 300. J'ai vu des 500 $ aussi le passer sur des sites ou des endroits de revente comme Marketplace. Ce qui a poussé la conjointe et membre également des Cowboys fringants, Marie-Annick Lépine, conjointe du défunt Carl Tremblay, à aller sur Facebook puis aller d'un message pour les gens là, en disant regardez, on veut pas que personne achète des billets comme ça. C'est triste que des gens exploitent un événement commémoratif à la mémoire de Carl pour faire un peu d'argent. S'il vous plaît, n'achetez pas ces billets-là. En expliquant d'ailleurs que d'autres moyens là, vont être disponibles aux gens qui veulent absolument assister à la cérémonie d'y être. Là, des écrans géants. On géants. n'exclut pas, c'est ça, là, à l'extérieur, autour du Centre Bell, d'autres options qui sont à l'étude, tel dit. Oui, diffuser notamment sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on veut faire là, pour que tout le monde puisse regarder en direct la cérémonie. Mais on commence à penser à l'installation d'écrans géants à l'extérieur, comme pour les moments où le Canadien se retrouve en série, par exemple. Là, on s'en souvient absolument, on le fait. Au plus fort de la pandémie, on permettait à 5 000 personnes d'être dans le Centre Bell, mais il y avait comme 30 000 personnes dehors du Centre Bell. On se souviendra de l'ironie un peu là, de ces moments-là. Mais moi, d'abord, je suis tout à fait du côté de Marie-Annick Lépine, là, dans le sens que ces billets ne devraient pas être vendus. Puis même ce matin, il y a quelqu'un qui se mettait en ligne pour avoir des billets gratuits avec le dessein de les revendre, là, pas d'intérêt à y aller ou pas de juste de faire un coup d'argent. C'est vraiment terrible comme comportement. Ceci dit, c'est un peu peut-être fataliste de ma part, mais j'étais sûr que ça allait arriver. Ouais. C'est tellement, tu dis, OK, ça a tellement de grande valeur, tellement de gens attachés aux cowboys qui vont vouloir y aller. Tu sais, tu vends 0 $, là, ou tu donnes 0 $, quelque chose qui, pour d'autres, a une grande valeur. Je veux dire, l'humain étant ce qui est, c'était comme inévitable. Il va y avoir des transactions à quelque part. Là. Puis ça a pris peu de temps. C'était un peu triste parce que Marie-Annick Lépine mettait ce message-là sur les réseaux sociaux. Puis en même temps, je voyais des collègues journalistes et autres qui mettaient des screenshots, là, des captures d'écran de gens qui avaient leur billet déjà en vente au même moment là, à cette heure-là. Là, ça fait que ça n'a pas été long. Il y en a qui se sont... il y en a qui se sont servis. Là. Ouais, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, Mario. Ce matin, c'était la grève à Montréal qui s'amorçait illimitée dans un cas ou qui se poursuivait pour d'autres, alors que quelque chose comme 565 500 travailleurs là, sont descendus dans la rue, réellement ou figurativement, aujourd'hui pour réclamer là, une bonification des offres salariales dans le bras de fer qu'oppose Québec aux travailleurs. Donc, les écoles de toute la province qui étaient fermées là, en entièreté aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, pour certains, ça va continuer pour
un temps illimité pour l'instant. Et François Legault en a profité aujourd'hui pour annoncer qu'il se dit prêt là, à bonifier l'offre salariale de Québec. Il n'a pas chiffré la hausse exacte. Là, en ce moment, la proposition se situe 10,3 % sur 5 ans avec d'autres augmentations dans les secteurs. Tout ça pour presque un 15 %, le 14,8 % d'offres. C'est pas précisé jusqu'où il est prêt à se rendre. Mais bon, ça a été reçu avec beaucoup de cynisme aujourd'hui là, des différents syndicats qui, eux, ont déploré le fait de l'apprendre comme ça dans les médias pendant que les négociations, elles, se poursuivent à la table. Il y a quand même effectivement quelque chose de spécial là, Mario. Oui, mais en fait, pour moi, c'est quand même majeur comme développement là, que le premier ministre dise on est prêt à bonifier l'offre, à en mettre plus sur la table en échange de souplesse, de flexibilité, demandé par tous les ministres de l'Éducation, du PQ et du Parti libéral. Et je dois t'avouer que je serais rassuré, je donnerais beaucoup de crédit à un élu libéral ou péquiste aujourd'hui, plutôt que faire juste le petit opportuniste d'aller avec les grévistes. Le gouvernement n'est pas fait. Ouais, vous avez donc raison. Puis nous, si on était au pouvoir, je te dis qu'on vous donnerait tout ce que vous voulez. Ben oui, quand le PQ était au pouvoir, il leur avait coupé 20 %, puis il avait fait une loi matraque pour les renvoyer au travail de force. mais le point, c'est que s'il y en a un qui disait, mais la flexibilité dans le demande le premier. Parce que quand ils étaient au pouvoir, là, les péquistes ou les libéraux, à chaque négociation, ils disaient, là, ça prend plus de flexibilité, on n'est plus capable de faire marcher le système de santé, on n'est plus capable de le faire fonctionner. Les mêmes choses pour l'éducation. Puis une fois qu'ils sont dans l'opposition, pourquoi ne pas le répéter? Ils ne perdraient pas les prochaines élections dans 3 ans à cause de ça, de juste être honnête et de dire oui, je veux qu'on améliore les conditions de travail des employés du secteur public, mais sur ce point précis de la flexibilité, le gouvernement a raison. Ça, à mon avis, c'est quelque chose qui démontrerait une espèce de grandeur, de volonté d'améliorer les services à la population. Maintenant, moi j'ai quand même vu une différence. La FAE, elle, la demande de flexibilité, puis l'offre de François Legault, plus d'argent sur la table, c'est on veut rien savoir. Dans le fond, essentiellement, la FAE n'est pas du tout là-dedans. La flexibilité, c'est pas vrai, on veut pas en parler, on n'est pas intéressé. Puis, tu sais, quand tu dis à l'autre partie, mais tu sais, les sujets que tu veux amener à la table, moi, je suis pas intéressé à les discuter, mais c'est un peu comme synonyme de dire je veux pas négocier. Parce que je veux aller à la table de négociation, mais je veux juste qu'il y ait à l'ordre du jour mes sujets. Les sujets de l'autre partie, je veux pas qu'on les mette dans l'ordre du jour. Ben, c'est ça qu'on appelle refuser de négocier. Dans le cas, je sais qu'il y a des gens qui ont interprété Magali Picard de la FTQ, tous ceux du Front commun ont eu des propos assez durs, mais il faut lire en le détail. Là. À aucun moment, ils disent non à François Legault. Ils gardent un discours ferme, on va se battre. Mais sur la flexibilité, on finit par comprendre que c'est des choses qui pourraient se discuter à la table. Alors moi, j'ai l'impression que le Front commun prépare, je dis pas qu'ils sont proches d'une entente, du tout, ils sont loin d'une entente, mais les dirigeants du Front commun préparent une espèce de piste d'atterrissage. Ils commencent à se dire, OK, c'est bon, là, notre monde est crinqué, belle mobilisation, grosse manif. Une contre-offre, peut-être? Une contre-offre ou le conciliateur. Oui. Ils ont redit aujourd'hui, on croit au conciliateur. Le conciliateur est là. Hier, ils ont dit, on n'annonce pas d'autres jours de grève. On laisse travailler le conciliateur. Alors moi, j'entends dans tout ça, peut-être qu'il y en aura d'autres jours de grève, mais j'entends dans tout ça des dirigeants syndicaux plus responsables qui se disent, ouais, c'est la job est faite. Là. Le public est de notre bord, on a une marge de manœuvre, on a le gros bout du bâton, mais quand même, à la fin, on n'obtiendra pas tout ce qu'on veut. Là. Il va falloir négocier, il va falloir faire des compromis, il va falloir aller aux tables et négocier. Et peut-être c'est ça qu'on est en train de commencer à préparer. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. La vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, a publié aujourd'hui un rapport qui, entre autres, déplore l'état du réseau routier québécois. Là, on dit que c'est quasiment la moitié du bitume sur nos routes qui est en décrépitude, mais c'est surtout les sommes maintenant, le montant d'argent qui va être requis pour réparer toutes ces routes-là, l'espèce de déficit, là, comme on l'appelle, pour nos routes, qui explose. Là. Ça atteint en ce moment, selon les calculs de la vérificatrice générale, au-dessus de 10 milliards là, de dollars que ça va coûter juste pour refaire le pavé des routes. Là. Ça, c'est sur le réseau routier là, en entier du Québec, au-dessus de 8000 km de routes qui ont atteint la fin de leur durée de vie. Et tout ça, ça exclut les structures, Marion. On parle pas des ponts, on parle pas des bâtiments, on parle uniquement de la chaussée, là, des routes au Québec. Fait qu'au Québec, essentiellement, les routes, les aqueducs, les ponts sont scrap, les écoles, une partie des hôpitaux, mais le reste, c'est correct.
C'est bien ça. Tu vois, le reste est pas pire. Pas pire, pas en tout. Il faut se réjouir dans les petites choses quand même. Mais non, le rapport vraiment là, énorme. On dit que ça a augmenté le déficit là, justement du prix sur les routes en 2018 et 2022 de 3 milliards de dollars. Puis évidemment, 2018 à 2022, c'est l'élection, l'arrivée au pouvoir de la coalition Avenir Québec à la tête. Qui pourtant dit avoir rajouté de l'argent, mais peut-être pas dans les routes, plus dans les rénovations d'écoles, mais quand tu les écoutes, ils n'arrêtent pas de se vanter qu'ils ont remis plus d'argent dans le PQI, dans le programme québécois des infrastructures. Oui, et c'est surtout, ce qui est décrié, c'est que le ministère de Geneviève Guilbeault, la ministre des Transports, ne disposerait, selon la vérificatrice générale, aucun modèle de projection sur l'effet de la dégradation naturelle des routes puis l'évolution du déficit là, pour les prochaines années. En gros, on n'a aucune idée combien ça va se dégrader puis combien ça va coûter de plus. Puis, je sais que c'est jamais scientifique, mais tu parles à n'importe qui voyage un peu, tu jases avec des camionneurs. Quand tu traverses les frontières, que ce soit vers l'est, vers le Nouveau-Brunswick, que ce soit vers l'ouest, vers l'Ontario, que ce soit vers le sud, l'État du Vermont, l'État de New York. Ça a toujours l'air plus beau l'autre côté de la clôture, hein? Plus vert, là. Oui, je sais. Puis des fois, on se fait dire, ouais, mais ça, c'est le syndrome, là, que la clôture et la gazon est toujours plus vert dans la cour du voisin. Mais la route, quand même, on a quand même un sentiment que c'est bien réel, qu'il y a pas mal moins d'ornières, de craques, de tout. Oui, parce que ça explose les prix en ce moment là, dans tout ce qui est construction, tout ce qui est rénovation. L'exemple là, du pont de l'île aux Tourtes à Montréal, là, ça coûte 2 milliards au total. C'est 45% plus cher que prévu. On a vu des explosions de coûts autour du pont-tunnel Louis-Palais de la Fontaine. Le futur tramway a explosé de coûts. Alors, de réparer la chaussée, c'est sûr, ça suit la même tendance. Le problème, que l'a dit la vérificatrice générale, c'est qu'on n'a aucune idée dans quel sens ça va. Aujourd'hui, à la Chambre des communes à Ottawa, bras de fer, échange d'accusations entre les libéraux, Pierre Poilievre, et les médias, Mario, alors qu'hier... Ouais, un média en particulier qui est visé. Média, mais les médias, on l'a entendu de la bouche de Pierre Poilievre. Je rappelle, hier, à pareille heure, on s'interrogeait sur ce qui s'est passé sur le pont Rainbow, qui relie, entre autres, la Niagara Falls, les États-Unis et le Canada. Après une explosion, là, un véhicule, ça a fait 2 morts, des blessés. Ouais, sauf qu'aujourd'hui, on a plus d'images de caméras de surveillance. Je sais pas si les gens les ont vues. Le véhicule, il arrive là, à une vitesse là, inimaginable. C'est une caméra, en fait, c'est la caméra inversée où on voit les gens qui arrivent de l'autre bord. Puis au loin, quand tu regardes au loin, dans le firmament, au fond, tu vois arriver un véhicule à une vitesse débile. Puis à un moment donné, il pogne une espèce de chaîne de trottoir là, ou une butte. Et il s'envole. Ah oui, quand on dit le véhicule a foncé sur... Non. Il a atterri sur... Il a atterri sur une affaire de douane. Le véhicule, il portait plus à terre. Je sais pas pendant combien de dizaines de pieds. Là. Le véhicule, je vous le dis, faut le voir pour le comprendre. Il vole tellement haut qu'il sort de l'angle de la caméra de surveillance puis il réapparaît au moment où il réatterrit. Là, il réapparaît. Donc, tu dis, OK, ça peut être... En fait, ça n'a vraiment pas l'air d'un acte terroriste. Ça a l'air soit carrément d'un suicide. Là. Ouais. Quelqu'un... On dit que c'est des gens qui sortaient du casino. C'est un couple. Il y a une histoire d'un média américain ou canadien que j'ai vu qui sortait un couple qui sortait d'un casino. Et donc, ou encore, c'est carrément une défectuosité. Là, la pédale a collé au fond. La pédale à gaz a collé au fond. Ils ne pouvaient plus rien faire à part que d'accélérer. Puis ils l'ont échappé. Là, ils sont partis comme ça. Oui, tout ça pour dire que Comme M. Poilievre, lui, à 2h hier à la période de questions. Oui, ben lui disait, là, pour être exact, à 14h25 hier, a dit que ça s'agissait probablement d'un attentat terroriste. Là. C'est vraiment ce qu'il a passé, là, demandé, le nommer comme un attentat terroriste, alors que personne d'autre dans les politiciens, ni du côté canadien, ni du côté américain, qui osait nommer clairement dans les médias, terroriste. On évoquait la possibilité de, comme parmi d'autres, là, suicide, accident. Oui, mais on voulait être prudent. Personne qui a perdu la tête. Toutes les hypothèses étaient là. Mais évidemment, l'hypothèse terroriste en 2023 est dans le décor. Oui, et là, aujourd'hui, après tout ça, voyant qu'il s'agit vraisemblablement pas d'un attentat terroriste, mais les libéraux ont blâmé Pierre Poilievre là, d'avoir crié au terrorisme, là, d'avoir ameuté la population en disant qu'on a voulu, c'est irresponsable, on veut faire peur aux gens. Ce qui a été tout de suite là, du côté de M. Poilievre redirigé cette accusation vers les médias. Lui qui a dit, en visant particulièrement le réseau anglais CTV, en disant c'est eux, ils ont produit un reportage où ils disaient que c'était du terrorisme, c'est ça que j'ai repris, puis c'est pour ça que c'est arrivé. Problème, c'est qu'à 14h25, il parlait de terrorisme. Le reportage a été publié à 14h39, 14 minutes plus tard.
Il pouvait pas l'avoir vu. Donc, il y a... Parce que c'est vrai que CTV se sont plantés là-dessus, mais ça peut pas être à l'origine de l'erreur de Pierre Poilievre, qui a décidé de blâmer les médias, ce qui fait partie quand même, là, depuis un certain moment, de sa rhétorique. Ouais, mais là, parce que si tu blâmes les médias parce que t'as pas confiance aux médias, comment tu peux dire que tu t'es appuyé? Il y a un problème déjà là. Puis il y en a un deuxième en termes de sens des responsabilités, parce que quand t'es chef de l'opposition, il y a deux affaires. Un, tu veux être premier ministre, donc avoir la plus grosse responsabilité. Mais en attendant, t'as quand même une énorme responsabilité. Je veux dire, à l'échelle mondiale, par exemple, le chef de l'opposition du Canada, le chef de l'opposition, le chef du deuxième plus grand parti, premier d'un sondage par ailleurs, d'un parti politique sérieux, ben quand il affirme des choses, quand il dit des choses... Tu veux prendre ça pour du ça cash. devient une nouvelle mondialement. Là, ça devient, en tout cas, quelque chose mondialement qui peut avoir écho, qui peut... Donc, c'était... Moi, j'ai trouvé que c'était une erreur grave de Pierre Poilievre, mais je suis pas sûr que ça en est bien sorti aujourd'hui en pensant blâmer les médias. Blâmer un média. Après ça, ben là, il a fini en chicane avec tous les médias. Oui. A relaté d'ailleurs certaines erreurs d'autres médias. Je l'ai vu, là, il plantait Canadian Press où il n'y avait pas tort. C'est vrai qu'ils ont fait une grave erreur de journalisme, mais je veux dire... C'est juste, ça n'a pas rapport. Aujourd'hui, c'est pas ça. On parle pas de ça. Là. On parle de toi. Ça excuse pas le geste que lui a fait de son côté. Puis le problème, c'est que les paroles s'envolent, mais les écrits restent, Mario. Puis les paroles de la Chambre des communes, elles, ben, sont enregistrées. Fait qu'on peut savoir exactement à quelle minute M. Poilievre a déclaré quoi que ce soit. Donc là-dessus, malheureusement, il s'est fait prendre mauvaise journée, un peu là-dessus. Tout savoir en 24 minutes. Dans les affaires judiciaires, le chanteur Corneliu devait se présenter au palais de justice de Montréal ce matin. Lui qui est accusé, deux chefs d'accusation, d'avoir drogué à leur insu 2 victimes dans 2 événements distincts. Un qui se serait produit en 2013, un en 2016. Là, on parle entre autres d'avoir intoxiqué 2 personnes avec qui il y aurait eu des relations intimes. Une personne qui aurait été une conjointe en août 2013, puis une autre victime qui est pas, dont on n'a pas plus de détails. Le problème, c'est que on a dû lancer un mandat d'arrestation à son endroit aujourd'hui parce qu'il ne s'est pas présenté. Il ne s'est pas présenté. Et déjà, lors de sa dernière... ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a plus de son, plus de lumière. Là. Il répond plus. Parce que la dernière fois qu'il devait comparaître, il n'était pas là. Et son avocate avait dit, ouais, j'ai de la misère à le joindre. Et là, on avait donné un ordre d'être présent qui était donné. Donc, lui devait, on ne pouvait pas envoyer juste son avocate, devait se présenter à la cour ce matin, ce qui n'a pas été fait. Puis elle-même dit, je suis pas capable de le rejoindre. J'ai plus de son, plus d'image, comme tu dis, Mario. Donc, le chanteur Corneliu qui a pris le large mandat d'arrestation qui est publié contre lui. Donc, il est recherché en ce moment à voir si les policiers le retrouveront rapidement. Il est mieux de pas aller chanter dans un bar, on va reconnaître sa voix. Voilà, c'est sûr que les bars karaoké sont à proscrire dans son cas. Une autre histoire judiciaire, Mario, qu'on suit depuis déjà un petit moment, c'est cette histoire... Un peu bizarre, celle-là, j'avoue, la deuxième. Là. Ouais, c'est bizarre. Là. C'est tout ce qui entoure là, le meurtre sordide qui s'est déroulé à Québec, là, où Santiago Gaona, un jeune homme, a été tué puis emmené jusqu'à l'entreprise ABC de l'Arbre, qui est une entreprise d'émondage d'arbres, et où on a passé littéralement là, dans la déchiqueteuse, là, une machine à émonder, le cadavre de l'homme en question. 3 personnes ont été arrêtées, François Bouchard, Jean-Philippe Lamontagne et Cassandra Major. Depuis ce temps-là, un accusé de meurtre prémédité, les autres d'outrage à un cadavre et de complicité après le fait. Et là, le problème, c'est que l'entrepreneur, Samuel Gauvin, qui est le propriétaire de l'entreprise, essaye, depuis la date où on a arrêté tout le monde et saisi par le même moment, sa déchiqueteuse, il ne peut plus l'avoir. C'est la cour, c'est la police qui ont sa déchiqueteuse. Et lui, il dit, c'est une bébelle qui coûte quasiment 130 000 $. Ça me coûte presque 10 000 par semaine parce que je peux pas honorer mes contrats. Puis en plus, il paye quelque chose comme 3 000 $ par mois pour l'emprunt qu'il a fait pour acheter la machine en question. Il dit, c'est en train de me ruiner, je dois la récupérer. Mais aujourd'hui... Lui, il paye les frais d'intérêt et de capital, il paye ses remboursements de prêt sur la machine, puis il peut pas la rentabiliser, mais oui, vas-y. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il est passé devant la Cour du Québec et le juge Franck Damour, qui était là, a reconnu les préjudices, mais a jugé que c'est pas la compétence de la Cour du Québec de trancher là-dessus. Il dit c'est une cause de meurtre, donc ça va à cause supérieure. Donc c'est à cause supérieure que vous devez demander pour récupérer votre machine. D'autres délais, puis là, la neige arrive, puis... D'autres délais, la neige arrive, puis pire que ça, les avocats de Jean-Philippe Lamontagne puis de François Bouchard, donc 2 des accusés, eux, s'opposent à la remise de la machine
machinerie dans cette histoire-là. Ils disent que ça pourrait peut-être servir plus tard pour des analyses, des contre-expertises. Le problème, c'est que les autorités ont complètement nettoyé la machine déjà. Et eux disent, ça pourrait servir encore, là. Regardez ça pas loin. Moi, je vais te dire, je comprends pas. Là. Je comprends très bien qu'on l'ait saisi le jour 1. La machine est pleine de sang. Il y a un être humain qui est passé dedans. C'est une scène d'horreur. Ça devient un élément important du crime. Je comprends qu'on la saisisse, qu'on prenne des photos sous tous ses angles, qu'on prenne des analyses de sang, de prélèvement, de tissu. C'est morbide, mais c'est ça. Oui. Qu'on fasse la preuve, qu'on s'assure qu'il y a juste une personne qui est passée, qu'il n'y a pas le sang de quelqu'un d'autre, l'ADN. Toutes les vérifications soient faites, là, qu'on prenne 3 jours, 4 jours. Ben ça, c'est passé, ça fait déjà plusieurs semaines. Mais qu'on ait pris 3 jours, 4 jours, à la limite, 1 semaine, 2 semaines. Mais je veux dire, on va pas garder pour l'éternité. Écoute, le procès prend 3 ans. On va pas mettre la machine. Je peux pas croire qu'il va mettre la machine dans le sous-sol du palais de justice. Non, mais sincèrement, ça tourne au ridicule. Fais les photos. Non, exemple, dans une pièce. Quand un meurtre a lieu dans un logement, on ferme pas le bloc, là. On prend les photos, on prend les expertises, on fait les analyses sanguines, on fait tout, là, tu comprends, pour dire, là, on a vraiment bien circonscrit tout ce qu'il pourrait y avoir de preuves. Puis ensuite, on fait venir Calinette, puis on nettoie la place, puis on peut relouer l'appartement à d'autres, tu sais. Et là, je comprends pas. Puis là, ben, je sais que c'est niaiseux parce qu'on a l'air, mettons, moi, là, j'ai l'air de dire, de mettre dans la balance, là, ben là, tu sais, une machine versus la vie d'un être humain. Mais là, la vie d'un être humain, ce que je comprends, là, il est perdu. Faut sa famille a droit d'avoir justice. La justice peut pas là, cochonner l'enquête en termes de qualité de photo ou d'analyse, mais l'autre pauvre monsieur, c'est une PME. C'est une PME, c'est une petite business, il gagne sa vie, il a rien fait. Il a rien fait, là. Il y a du monde de la Rive-Sud qui ont débarqué dans sa cour parce que peut-être sa business n'est pas loin de l'autoroute pour aller déchiqueter un corps humain, mais il a rien fait. Il peut plus travailler, mais si c'est comme... Je comprends pas, il y a un bout qui me manque là, dans ça. Pourquoi on ne peut pas lui libérer tout simplement, dire, monsieur, votre machine, le reprenez-la, venez la chercher, elle est à vous, là, tout a été fait, toutes les expertises sont faites dessus, d'autant plus qu'on nous dit qu'elle est lavée. Économie. Une nouvelle qui est tombée il n'y a pas longtemps, qui va peut-être avoir un impact économique, du moins pour certaines entreprises. Ottawa a décidé d'interdire un projet de loi déposé au Sénat aujourd'hui pour interdire le maintien en captivité des éléphants et des grands singes partout au Canada en raison de la cruauté que ça représente. Là. Un cas pareil avait été fait, entre autres, pour les baleines et les dauphins. Et donc maintenant, il va falloir, là, on ne pourra plus, sauf des exceptions là, pour conservation d'espèces, pour recherche scientifique, mais on ne pourra plus se procurer des éléphants, des grands singes, chimpanzés, gorilles, orang-outans, entre autres, qui sont visés par tout ça. On dit que c'est des animaux qui sont très, 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 très intelligents, entre autres, particulièrement les éléphants qui souffrent quand ils sont en captivité, quand ils sont exposés dans un milieu qui n'est pas naturel. Et donc, ça va s'ajouter à toutes sortes de lois qui sont déployées en ce moment pour s'assurer qu'on est dans le respect du bien-être de ces animaux-là. C'est quand même spécial parce que, semble-t-il, quand ça a été présenté, ce projet de loi-là, qu'il y a des régions dans le Canada, je ne savais pas du tout, où il y a pas vraiment de critères pour se procurer un chimpanzé. T'as pas besoin d'un permis. Mais il y a aussi, je comprends que les jardins zoologiques, les zoos en bonne et due forme ont tous des programmes de conservation avec des biologistes et tout ça, puis ils vont être exclus. J'espère qu'ils vont être exclus complètement du projet de loi, sinon ça serait absurde. Là. Mais il y avait, tu sais, c'est drôle, je repense à ça quand j'étais enfant, tu veux dire, je remonte loin, mais pas loin des Rimouski, il y avait quelque chose qui s'appelait le paradis des singes. C'était vraiment là, un petit building, quasiment grand comme un motel, là, puis il y avait des singes là-dedans. C'était un zoo de singes, mais dans une bâtisse. Écoute, je suis jamais allé. Moi, j'étais curieux. Écoute, il y avait une affiche l'autre jour avec mes parents, là, quand on passait pas là souvent, mais j'aurais été toujours curieux d'y aller, où j'aimais les singes, puis tout ça. Ça avait l'air crade un peu, là. Ben, je repense à ça comme adulte, puis je me dis, ouais, ça devait pas sentir baillable là-dedans, puis ça devait pas être super, puis... mettons, ça serait plus dans les standards de 2023 de comment t'assures la garde des animaux. Puis je me posais la question en voyant ça, est-ce qu'il existe encore au Canada de ces petits zoos qui sont pas des zoos, des espèces de petits... C'est une bonne question, Mario, parce que, en tout cas, s'il y a des entreprises qui sont majoritairement visées par ça, puis qui... elles seront plus légales, là, selon la nouvelle... Elles seront plus légales, mais elles risquent de crier fort aussi, ce sera à voir, je pense, en réaction des prochains jours. Le Monde. En terminant, ça a été rocambolesque dans les derniers jours pour l'entreprise OpenAI, qui est derrière le logiciel de ChatGPT.
Ça risque de continuer d'être rocambolesque, mais vraiment au niveau technologie, cette fois-ci, il y a des employés qui ont écrit une lettre au conseil d'administration pour avertir aux dangers potentiels pour l'humanité d'une des nouvelles intelligences artificielles qu'ils ont lancées. Un projet qui s'appelle Q-Star, Q avec une petite astérisque à côté, et qui est une intelligence artificielle générale. Donc, contrairement à ChatGPT, qui va chercher sur Internet des réponses à ces questions, c'est une intelligence artificielle qui est en mesure d'apprendre et de comprendre par elle-même. Et là, semble-t-il qu'elle a réussi à apprendre des problèmes mathématiques puis être capable de leur répondre rapidement. Puis bon, c'est des problèmes de niveau d'enfant primaire, mais à la vitesse où le logiciel aurait été capable d'apprendre tout ça, c'est considéré comme une étape clé dans le développement des technologies comme celle-là. Et là, pour l'instant, on commence à s'inquiéter. Ce sera à suivre du côté d'OpenAI. Ouais, surtout avec ce qu'ils ont eu comme exemple de mauvaise gouvernance cette semaine. Toute cette idée que des outils trop puissants puissent se retrouver dans des mains non responsables, disons que ça nous titille. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie. Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site cube.ca. Une production Cube Radio.